Dans cette vidéo, on va parler de la notion de fonction lipschitzienne, puis ensuite donner un outil qui permet de démontrer qu'une fonction est lipschitzienne, à savoir l'inégalité des accroissements finis. Alors, une fonction lipschitzienne, qu'est-ce que c'est? Lisons ensemble la définition. Si m désigne un réel positif, on dit qu'une fonction f définie sur un intervalle i est m lipschitzienne si pour tout xy appartenant à i, on a l'inégalité suivante. La distance qu'il y a entre f de x et f de y est inférieure à m fois la distance qu'il y a entre x et y. Il y a deux façons d'interpréter cette définition. La première, c'est en utilisant la façon dont on l'a écrite ici sous nos yeux. Elle dit la chose suivante, une fonction m lipschitzienne, c'est une fonction en quelque sorte où tu vas contrôler la distance qu'il y a entre deux images. Plus précisément, si jamais tu prends deux nombres x et y ici, dont tu connais la distance entre eux, donc la valeur absolue de x moins y, et que ces deux nombres x et y, tu leur appliques f, alors cette inégalité ici te permet de contrôler la distance qu'il y a entre leurs images f de x et f de y. Et ce contrôle, c'est un contrôle de type proportionnalité, puisque cette distance est inférieure à une quantité ici qui est proportionnelle à valeur absolue de x moins y. Le coefficient de proportionnalité, c'est donc cette constante ici m, que l'on appelle un rapport de Lipschitz de f. Ici, je dis bien un rapport de Lipschitz de f et non pas le, puisque bien évidemment, si f est lipschitzienne pour un réel m positif, alors à plus forte raison, si jamais je prends un autre réel plus grand que m, eh bien, elle sera également m' lipschitzienne. Donc une fonction, si jamais elle est lipschitzienne, elle est forcément lipschitzienne pour une infinité de rapports de Lipschitz. La deuxième façon d'interpréter cette définition, c'est ici de diviser par valeur absolue de x moins y dans cette inégalité. Ça donne la chose suivante, f est m lipschitzienne, si et seulement si, et bien pour tout x, y, cette quantité-là, la valeur absolue de f de x moins f de y sur x moins y, est inférieure à m. Ici, pour diviser par x moins y, j'ai dû exclure le cas où x était égal à y, mais en fait ce cas n'a aucune importance, n'a pas d'intérêt dans la définition, puisque dans la définition, si vous prenez le cas où x est égal à y, cette définition signifie que 0 est plus petit que 0, et ça c'est toujours vrai. Donc on a bien ici une équivalence. Pourquoi est-ce que cette réécriture est intéressante? Eh bien parce que, vous voyez, elle a fait apparaître ici cette quantité-là, et ça c'est une quantité qu'on connaît très bien, c'est tout simplement un accroissement de f. Donc ce qu'on vient de démontrer, c'est que dire que f est m lipschitzienne, ça veut tout simplement dire que tous ces accroissements sont bornés par m. Ça donne une autre vision de ces fonctions. En fait, les fonctions lipschitziennes, ce sont des fonctions dont les accroissements sont bornés. Géométriquement, le fait que les accroissements soient bornés par m, ça s'interprète très bien. Déjà, si je m'intéresse aux accroissements eux-mêmes, pas leur valeur absolue, mais les accroissements eux-mêmes, le fait de dire qu'en valeur absolue, ils sont inférieurs à m, ça signifie qu'ils sont compris entre moins m et m. Du coup, si jamais vous prenez sur l'axe des abscisses un point x, n'importe lequel, et que, en ce point-là ici, vous faites partir deux droites, une droite de pente m et une droite de pente moins m, eh bien, cette relation qui est ici, elle vous dit que tous les points du graphe de f, là, le graphe de f il est en bleu, tous les points du graphe de f doivent être entre ces deux droites, c'est-à-dire dans la zone que j'ai hachurée ici en vert. En effet, par l'absurde, si jamais il existait par exemple un point qui est situé strictement au-dessus de la première droite, alors ici l'accroissement qu'il y aurait entre x et ce point ici y, cet accroissement serait strictement plus grand que m, et ça c'est pas possible. Symétriquement, si jamais il existait un point du graphe de f qui était situé au-dessous de la deuxième droite ici, eh bien même chose, forcément il y aurait entre x et y un accroissement qui serait strictement inférieur à moins m, et c'est pas possible. Donc le graphe de f doit bien appartenir à ce cône ici que j'ai mis en vert. Vous voyez, ce raisonnement, on l'a fait en 1x, mais il est valable en n'importe quel x. Si vous prenez un autre x ici, même chose, vous pouvez faire glisser ici le long de la courbe ce cône vert. Le graphe de la fonction f doit appartenir au cône rouge que j'ai mis ici. Du coup, une fonction lipschitzienne, pour parler un peu grossièrement, c'est une fonction qui va être relativement plate. Et le coefficient qui contrôle cette platitude, entre guillemets, c'est ce fameux rapport de Lipschitz.
Une fonction, par exemple, 1/2 Lipschitzienne, ça va être une fonction très plate, où il faut qu'il n'y ait aucun accroissement qui dépasse 1/2 ou au contraire qui soit plus petit que moins 1/2. Une fonction, par exemple, 3 Lipschitzienne, c'est une fonction qui va pouvoir avoir des variations plus grandes, puisque les accroissements peuvent aller jusqu'à 3 ou au contraire dans les négatifs, jusqu'à moins 3. Moralement, le rapport de Lipschitz est une quantité qui limite en quelque sorte les vitesses de variation de cette fonction f. Faisons quelques remarques. Tout d'abord, une fonction lipschitzienne n'est pas forcément dérivable. Un contre-exemple tout bête, c'est la fonction valeur absolue. Cette fonction, elle est parfaitement lipschitzienne. En fait, elle est même 1 lipschitzienne. Ça se voit très bien graphiquement, hein, les accroissements de cette fonction, ils vont jamais dépasser 1 ou dans les négatifs moins 1. En fait, regardez, si les deux nombres de votre accroissement, vous les prenez tous les deux sur R+, alors là, l'accroissement, il vaut carrément 1, il est égal à 1. Si vous prenez vos deux nombres x et y dans R-, votre accroissement ici, il est carrément égal à moins 1. Et si enfin vous prenez un des deux nombres dans R- étoile et l'autre nombre dans R+ étoile, alors vous obtenez des accroissements qui sont même strictement inférieurs à 1 en valeur absolue. Donc la fonction est bien 1 lipschitzienne, et pourtant, on le sait, elle n'est pas du tout dérivable. En fait, avoir des pics dans son graphe, c'est pas du tout quelque chose qui empêche une fonction d'être lipschitzienne. Par contre, même si elle peut ne pas être dérivable, une fonction lipschitzienne est forcément continue. Ça, c'est pas compliqué à voir. Vous voyez, si jamais vous fixez un point A et que vous voulez démontrer la continuité de f en A, eh bien vous pouvez très bien utiliser l'inégalité que vous connaissez, non pas entre x et y quelconque, mais entre x et ce fameux point A. Ça donne la chose suivante. Or, lorsque x tend vers A, eh bien la distance entre x et A qui est à droite ici, elle tend vers 0. Donc tout ce terme ici de droite tend vers 0, et donc par comparaison, ici cette quantité-là, la distance entre f de x et f de A, tend elle-même vers 0. Et ça signifie que f de x tend vers f de A lorsque x tend vers A. Autrement dit, f est continu en A, et ce raisonnement étant vrai pour n'importe quel point A de I, eh bien on a bien montré que f est continu sur I. Enfin, il y a un cas particulier de fonction lipschitzienne qui est particulièrement intéressant, c'est le cas d'une fonction lipschitzienne, mais pas pour n'importe quel rapport, pour un rapport strictement inférieur à 1. Dans ce cas-là, on parle de fonction contractante. Alors pourquoi est-ce que ce cas est si intéressant ? Eh bien parce que, vous voyez, dans cette inégalité ici qui définit le fait que la fonction est lipschitzienne, étant donné que le coefficient de Lipschitz que j'ai appelé ici k et qui est strictement inférieur à 1 et donc strictement inférieur à 1, eh bien ici, cette distance, elle est strictement inférieure à la distance qu'il y avait entre les nombres x et y. Autrement dit, les images sont à une distance, l'une de l'autre, qui est strictement inférieure à la distance des nombres initialement choisis. Donc si sur l'axe des réels vous prenez deux réels x et y et que ces deux réels vous leur appliquez la fonction f, eh bien cette fonction f va avoir tendance à les rapprocher. Et plus précisément, elle les rapproche en leur appliquant ici, en appliquant à la distance ce rapport k strictement inférieur à 1. Donc on voit bien pourquoi ce type de fonction est appelée contractante, c'est parce qu'elle contracte l'espace sur lequel elle agit. Il y a un phénomène intéressant qui a lieu notamment lorsque la fonction f admet un point fixe L. Je rappelle qu'un point fixe, c'est un point L qui vérifie que f de L est égal à L, c'est-à-dire un point qui ne bouge pas quand on lui applique f. À ce moment-là, si jamais on applique ici cette inégalité, mais en y est égal à L, ça donne la chose suivante. Pour tout x de i, la distance entre f de x et f de L est inférieure à la distance entre x et L. Oui, mais sauf que justement, ici, f de L, c'est L. Donc on voit ici d'après cette inégalité que pour n'importe quel x, la distance entre f de x et L va être strictement inférieure à la distance entre x et L initiale avec un facteur k. Donc vous pouvez prendre n'importe quel réel x, lui appliquer f aura tendance à le rapprocher ici de L. On dit alors que ce point fixe L est attractif. Ça va en particulier nous intéresser pour le cas des suites définies par récurrence par, vous voyez, des relations du type un plus 1 est égal à f de un. Ces suites-là, ce sont des suites qui, par définition, sont obtenues en partant d'un point initial, u0, et puis ensuite en appliquant f de manière itérative, puisque u1 est égal à f de u0, donc j'applique f pour avoir u1, et puis ensuite u2, il est égal à f de u1, c'est-à-dire f de u0, et puis u3, il est égal à f de u2, donc f de u0, etc., etc.
Géométriquement, on part donc d'un point ici qui est quelque part, U0, et en fait, à chaque fois qu'on applique F, eh bien, on rapproche ce point de L. Donc U1 pardon, va être strictement plus proche de L avec un facteur K, et puis U2 encore plus près de L, et puis U3 encore plus près de L, etc., etc., etc. Et on voit bien, en fait, on sent bien que nécessairement cette suite va converger vers L par contraction. Pour le montrer rigoureusement, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit pour n'importe quel n d'appliquer ici cette inégalité en x égale à un. Ça nous donne donc que pour tout n, f de un moins L, en valeur absolue, est inférieur à k fois un moins L. Or, ici, f de un qui est là, par définition, c'est un plus 1. J'obtiens ici une relation de contraction qui fait le lien entre la distance à l'instant n et la distance entre la suite et le L à l'instant n plus 1, avec ici un coefficient de contraction k. Cette relation de contraction, en fait, je peux l'itérer. Elle me dit, pour n égale à 0, que la distance entre U1 et L est inférieure à k fois la distance initiale entre U0 et L. Puis rebelote, la distance maintenant entre U2 et L est inférieure à k fois la distance entre U1 et L. Ah mais oui, mais sauf que L, elle-même, ici, elle était inférieure à ça, ce qui me donne donc, en combinant les deux informations, que ça c'est inférieur à k au carré fois la distance initiale U0 moins L. Et puis je réitère, cette fois-ci, la relation pour n égale 2, elle me donne que la distance entre U3 et L est inférieure à k fois la distance entre U2 et L, qui elle-même était inférieure à tout ça. Donc en combinant les deux informations, j'obtiens que c'est inférieur à k puissance 3 fois la distance initiale U0 moins L. Etc., etc., etc. Et en fait, je vois bien se dessiner une relation par récurrence, une récurrence pas du tout difficile, qui va être que la distance entre UN et L va être inférieure à k puissance n fois la distance initiale. Il n'y a aucune surprise à ça. À chaque fois qu'on a appliqué la fonction f, on a contracté d'un rapport k. Donc après l'avoir appliqué n fois, on a contracté d'un rapport k puissance n. Maintenant ici, en se souvenant que k il était bien strictement inférieur à 1, on sait que k puissance n ça tend vers 0, donc par comparaison, un moins L tend vers 0, ce qui signifie que un tend vers L. Voilà, ce travail il montre qu'un point fixe attractif, il est attractif. C'est très classique en maths de faire ce raisonnement, et c'est bien pour ça que du coup c'est très utile de démontrer qu'une fonction est contractante. Tout ça nous amène naturellement à la deuxième partie de la vidéo qui va se poser la question, mais comment démontrer qu'une fonction est contractante? Et de façon générale, comment montrer qu'une fonction est lipschitzienne? La réponse nous est donnée par le théorème qu'on a sous les yeux et qui s'appelle l'inégalité des accroissements finis. Que dit-il? Il dit que si une fonction f dérivable sur un intervalle i vérifie que sa dérivée f' est bornée par un réel m, c'est-à-dire que pour tout t, on a en valeur absolue f' de t est inférieur à m, alors, f est m lipschitzienne. Montrons-le. Alors pour ça, du coup, on suppose que la fonction a une dérivée ici qui est bornée par grand M, et on veut montrer que f est lipschitzienne, de rapport m. Là, il faut se souvenir de ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est m lipschitzienne? Ça veut dire que tous ces accroissements sont bornés par m. Donc en fait, la démonstration se résume à ça, à montrer que n'importe quel accroissement est inférieur à m. On est donc dans une situation où on a des informations sur les nombres dérivés, et on aimerait en tirer des informations sur les accroissements. Et bien là, si vous vous souvenez bien, l'outil parfait, c'est l'égalité des accroissements finis. Il vous dit que cet accroissement qui vous intéresse, c'est un nombre dérivé. Donc pour tout x, y, d'après l'égalité des accroissements finis, l'accroissement ici f de x moins f de y sur x moins y, il est égal à un f' d'un nombre c qui est compris strictement entre x et y. Si on a cette égalité, alors en particulier on a l'égalité en valeur absolue des deux quantités à gauche et à droite, et à droite ce nombre f' de c, par hypothèse, il est plus petit que m. Donc du coup on obtient bien que cet accroissement en valeur absolue est lui-même plus petit que m. Ce raisonnement étant valable pour tout x, y, on a bien démontré que tous les accroissements de la fonction f sont bornés par m, et donc que f est m lipschitzienne. La démonstration est terminée. Maintenant, au-delà de la démonstration, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce théorème suggère en fait une méthodologie pour montrer qu'une fonction est m lipschitzienne.
Elle te dit, si jamais tu veux montrer qu'une fonction est lipschitzienne, eh bien, regarde sa dérivée et essaye de la borner. Donc, tu prends la valeur absolue de f' de t, et puis tu essayes de démontrer que c'est plus petit qu'une constante. Si jamais tu arrives à démontrer que c'est plus petit, je sais pas, par exemple, que 1/2, eh bien, c'est bon. D'après cette inégalité des accroissements finis, ta fonction est 1/2 lipschitzienne. Et donc, par définition, tu as la chose suivante. Dans cette situation, tu auras donc une fonction ici qui est contractante de rapport de contraction 1/2. Maintenant, à vous de jouer. Voilà un petit exercice en 2 questions qui est une application directe de ce qu'on vient de voir. Mettez pause dans la vidéo, faites-le, et ensuite, je fais la correction. Allons-y pour la question 1. Donc, je commence par dériver sinus sur R. Je peux le faire parce qu'elle est dérivable. Et je m'aperçois que le résultat, cosinus de t, eh bien, en valeur absolue, il est plus petit que 1. Donc, j'applique directement l'inégalité des accroissements finis. La fonction sinus est 1 lipschitzienne. Et du coup, quitte à dire ça, eh bien, j'écris ce que ça veut dire. À savoir que pour tout x, y, la distance entre sinus x et sinus de y est inférieure à la distance entre x et y. Ici, j'ai un rapport de Lipschitz qui est égal à 1. Voilà, cette relation, je l'appelle étoile. Maintenant, pour la question 2, eh bien, cette relation étoile, je vais l'appliquer aux quantités 1 sur n et 1 sur 3n, pour un n quelconque. Ça me donne qu'en valeur absolue, la distance entre sinus de 1 sur n et sinus de 1 sur 3n est inférieure à la distance qu'il y a entre entre 1 sur n et 1 sur 3n. Distance qui ici elle-même vaut 2 sur 3n. Maintenant, cette inégalité sur la valeur absolue ici de la quantité qui m'intéresse, je peux la transformer en un encadrement. En valeur absolue, être plus petit que cette quantité 2 sur 3n, c'est être compris entre moins 2 sur 3n et plus 2 sur 3n. Et on obtient ça. Alors en fait, ici, en y réfléchissant, on peut faire mieux à gauche. Ici, on peut mettre 0, puisque la quantité sinus de 1 sur n, elle est plus grande que la quantité sinus de 1 sur 3n. Ici, on est sur un intervalle où sinus est croissant. Voilà. On voit bien géométriquement en fait que cette relation, là, le fait que sinus soit 1 lipschitzienne, nous permet ici de borner cette distance-là entre les images par sinus de 1 sur n et 1 sur 3n à partir ici de la distance qu'il y avait entre eux, entre 1 sur n et 1 sur 3n sur l'axe des abscisses. Deuxième exercice, pareil, mettez pause dans la vidéo et puis ensuite je corrige. Allons-y pour la question 1. F est dérivable sur R plus étoile. Et puis pour tout t strictement positif, je regarde la valeur absolue de f' de t. C'est cette quantité-là, qui est une quantité positive. Et maintenant, je m'aperçois que si t est plus grand que 1, ici on me pose la question sur 1 plus l'infini, eh bien cette quantité-là, elle est plus petite que 1/2. Donc d'après l'inégalité des accroissements finis, f est 1/2 lipschitzienne. Je vais tout de suite écrire ce que ça signifie. C'est un contrôle des quantités du type racine de x moins racine de y pour des x et y qui sont plus grands que 1. Cette relation, je l'appelle étoile et je la mets de côté. Maintenant, question 2, je vais appliquer cette relation étoile aux quantités x est égal à 1 plus exponentielle de moins n et y est égal à 1, puisque racine de 1, ça fait 1. Ce sont deux quantités qui sont plus grandes que 1, donc je peux appliquer la relation étoile. Ça me donne ça, d'où l'encadrement entre exponentielle de moins n sur 2 et moins exponentielle de moins n sur 2. Encore une fois, à gauche, on peut faire mieux en mettant 0, puisque ici, la quantité qui est ici est plus grande que racine de 1, donc plus grande que 1. Enfin, troisième question, la réponse est non. Autant, à partir ici de 1, la fonction, elle était relativement plate, on le voit géométriquement sur le dessin, et donc sans surprise, on a trouvé qu'elle était 1/2 lipschitzienne, autant dans cette zone-là, ici, elle ne va pas être lipschitzienne à cause de la tangente verticale en 0. Cette tangente verticale, elle va faire qu'il y a des accroissements qui ne vont pas être bornés, qui vont tendre vers plus l'infini. Typiquement, si jamais vous prenez l'accroissement de f entre 0 et un réel strictement positif t, donc ici sur le dessin, vous voyez, on est entre 0 qui est ici et puis un réel t là, donc on regarde l'accroissement de la corde que je vais mettre ici en rouge. Eh bien, cet accroissement, lorsque t, je vais venir le faire tendre vers 0+, on voit qu'il va tendre vers plus l'infini, là.
Dans le calcul, qu'est-ce que ça donne? F de t, c'est racine de t, f de 0, c'est 0, divisé par t. Donc j'obtiens ici 1 sur racine de t par simplification. Et effectivement, cette quantité-là, lorsque t tend vers 0+, eh bien ça tend vers plus l'infini. Ces exemples, ils montrent là que les accroissements de la fonction f ne sont pas bornés sur R+. Donc la fonction n'est pas lipschitzienne sur R+. Pour terminer cette vidéo, remarquons que l'égalité des accroissements finis a 3 conséquences dans notre programme. Tout d'abord, il y a le lien entre les variations d'une fonction et le signe de sa dérivée. Ensuite, il y a l'inégalité des accroissements finis, ça on vient de le voir. Et puis, il y a également le théorème de la limite de la dérivée, mais lui, on le verra dans un autre chapitre. Alors ces 3 théorèmes en vert ne sont pas des théorèmes d'existence, donc il faudra que je les enlève de cette généalogie, mais justement c'est intéressant de voir qu'à la base, un théorème comme le théorème de la borne supérieure, qui est un théorème d'existence et très théorique, permet en bout de chaîne de démontrer des résultats qui ne sont ni des théorèmes d'existence, ni des théorèmes théoriques. Vous voyez par exemple le lien entre les variations et la dérivée, on l'utilise tout le temps en pratique, à chaque fois qu'on fait un tableau de variations.